dans la mesure où ce roman représente fidèlement la réalité africaine vécue durant la période coloniale, mais également durant la période de l'après-indépendance. Merci, professeur. Alors, donc, dès l'instant que le roman aborde la réalité, ou on va dire, essaye d'aborder la réalité, on peut dire véritablement qu'on est dans ce qu'on appelle une sorte de réalisme, le roman comme réalité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez rappelé cette citation-là de Stendhal, le roman ne peut pas être c'est un miroir que l'on promène le long de sa route. Bien entendu, pour ce, vous l'avez dit également que véritablement, et cet exposé-là important que vous avez fait sur le roman africain d'une dimension importante, et cela va nous permettre de faire une autre transition pour aborder à présent les différentes fonctions. Alors, on est un peu pris par le temps, on va faire d'une manière, on va faire du brainstorming, aborder le roman africain, aborder les différentes fonctions du roman. Alors, avec des exemples précis pour avancer et entrer finalement dans le thème. Quelles sont les fonctions du roman? Très bien. Alors, de manière générale, dire que le roman a les mêmes fonctions que la littérature. Oui. Et les différentes fonctions, les 5 principales fonctions de la littérature, c'est la fonction esthétique, c'est la fonction lyrique, l'expression des sentiments, c'est la fonction ludique, la capacité de s'évader vers un monde imaginaire, c'est la fonction didactique, l'acquisition et la transmission de connaissances, mais c'est également la fonction militante. Maintenant, concrètement, la première vocation du roman, étant donné que le roman était né pour prendre en charge les préoccupations de la population, c'était d'abord de divertir la population qui était dans la pauvreté. Donc le roman vise d'abord le divertissement, vise d'abord l'évasion, permettre à la population de lutter contre la morosité de la vie, permettre à la population de s'évader, de se réfugier dans un univers imaginaire. C'est pourquoi l'imagination est extrêmement importante dans le roman. Ce qui veut dire que la première vocation du roman est une vocation, on va dire, évasive, est une vocation ludique, permettre au peuple non seulement d'oublier ses problèmes, de se réfugier dans un univers imaginaire, et cet univers imaginaire devait être un univers propice justement à l'oubli de l'ensemble des problèmes de la société. L'autre fonction fondamentale, qui était également une fonction transversale, c'est ce qu'on appelle la fonction didactique. Permettre à la population d'accéder à la connaissance. Cette connaissance devait permettre justement d'être une lumière capable de sortir la population de l'obscurantisme et permettre également à la population d'aspirer aux mêmes connaissances que l'aristocratie. Donc on va dire que la deuxième vocation essentielle, la deuxième fonction essentielle du roman, c'est la fonction didactique, l'acquisition et la transmission de connaissances afin que cette connaissance puisse être considérée comme une lumière capable de sortir l'homme de l'obscurité, de l'ignorance. L'autre vocation, c'est une vocation militante, on va dire engagée, parce que le roman, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le roman africain, a été l'expression justement d'une lutte. Quand la population rencontre des problèmes, le roman peut être l'expression justement de l'ensemble des problèmes de la population. Ce qui veut dire que le roman de contestation, bien la fonction militante, c'est une fonction extrêmement importante également dans le roman. Et cette fonction permet au romancier d'apporter sa touche personnelle dans la dénonciation des problèmes de l'ensemble, des problèmes de la société. Il y a une fonction importante que l'on ne fait pas, malheureusement, c'est la fonction lyrique. Cette fonction lyrique se retrouve dans le roman autobiographique. J'en ai parlé tout à l'heure. Un roman qui permet au romancier d'utiliser la première personne, donc de faire un lyrisme. Et ce lyrisme ne doit pas être un lyrisme sentimental, mais c'est plutôt un lyrisme qui permet au romancier d'entrer en communion avec le lecteur, en quoi faisant, en revenant sur les événements marquants qui ont marqué sa vie, en apportant donc un témoignage à caractère lyrique sur sa vie. Et cela représente un pont qui est jeté entre l'auteur et le lecteur, qui a tendance à vivre la même chose que le romancier. Quand on parle de roman autobiographique, je l'ai dit tout à l'heure, Camaralai, L'Enfant Noir est un roman autobiographique. Les Confessions également de Jean-Jacques Rousseau est un roman autobiographique qui développe par conséquent la fonction lyrique. La vie d'Ao qui a été racontée par elle-même. Voilà, donc tous ces romans parlent de la vie de l'auteur. Et c'est l'auteur lui-même qui choisit d'apporter un témoignage sur les événements marquants de sa vie. Enfin, la fonction également transversale, qui est la fonction esthétique, que l'on retrouve dans le roman, parce que le romancier, c'est un créateur. Transversal parce que nous le retrouvons dans le roman. Nous le retrouvons dans l'ensemble des genres. Oui. Nous le retrouvons dans toutes les fonctions. Oui. Parce que le romancier, c'est d'abord un créateur. Oui. Un créateur qui a un pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de mettre sur la feuille l'expression justement de sa maîtrise du verbe. Oui. Et en tant que créateur, il déploie une capacité d'invention extraordinaire. Sa manière de compulser les mots,
sa manière de mettre côte à côte les expressions. Cela doit se faire avec raffinement, soit cela doit se faire avec une certaine recherche pour montrer justement que le romancier, comme le poète, peut déployer une capacité de maîtrise du verbe. Mais ici, cette manifestation doit se faire à travers la qualité de la description, une description qui doit être aboutie, une description qui doit être sous-tendue par de belles expressions, mais également la qualité de la narration. Cette narration doit être une narration palpitante, une narration percutante qui puisse attirer et maintenir l'activité cérébrale, on va dire, du lecteur, afin de le stimuler à ressentir toute la beauté de la langue. Donc, dans le roman également, il y a cette fonction esthétique. En résumé, le roman, comme la littérature, présente les différentes fonctions. Mais ici, on privilégie la fonction ludique, bien évasive. On privilégie également la fonction didactique. Il y a aussi la fonction militante qui est mise en avant, tout comme la fonction lyrique et la fonction esthétique. Très bien. Merci, professeur. Alors, j'ai dit aux élèves, vous suivez l'émission Salle de cours, émission éducative qui vous permet en tout cas de comprendre les leçons en classe de terminale, ou d'une manière générale, les leçons en classe d'examen. Aujourd'hui, nous abordons le roman et le théâtre avec le grand Mamsemou Kassé, professeur au lycée Maba Diakhou Ba de Nioro. Alors, vous l'avez dit, le roman est une description et le théâtre, c'est une représentation. On aborde le théâtre, mesdames et messieurs. Et vous avez fait une belle transition. Si le roman est une description, le théâtre est un art de la représentation. Représentation parce que voilà le seul genre qui appartient en même temps au code écrit et au code oral. Oui. Pour qu'on puisse parler de théâtre, il faut d'abord qu'il y ait un support livresque, un livre donc écrit. Ensuite que ce livre soit représenté sur une scène. La représentation scénique, oui. Elle est importante. Et cette représentation scénique permet justement à des personnages qui sont en même temps des acteurs, d'évoluer sur une scène, mais également de dérouler une intrigue. Donc, c'est le seul genre littéraire qui est en même temps un art du spectacle. Donc, ça, c'est la caractéristique fondamentale, on va dire, du théâtre. C'est en même temps un code écrit, mais c'est également un code oral. Et quand on quitte le code écrit pour aller dans le code oral, le nom des protagonistes change. Là-bas, on a l'acteur, là-bas, on a le personnage. Là-bas, on a l'écrivain, là-bas, on a le scénariste. Revenez sur ça. Alors, le scénariste peut être différent du dramaturge. Oui, dramaturge. Le dramaturge, c'est celui qui a composé. Le scénariste, c'est celui qui met en scène. Oui. Parce que justement, il peut y avoir une différence entre la mise en scène. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la mise en scène. Mais il y a d'autres qui sont spécialisés uniquement dans l'écriture, que l'on appelle les dramaturges. Il y a certains qui ont joué ce double rôle. Par exemple, Molière. Oui. Quand on parle aujourd'hui de cette périphrase, la langue de Molière, en parlant du français, c'est parce que Molière a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la langue, mais surtout dans la vulgarisation de ce genre particulier que l'on appelle le théâtre. Molière, c'était un acteur, c'était un metteur en scène, mais c'était également un dramaturge, parce que c'est lui qui écrivait l'ensemble des pièces qui étaient représentées. Il était même à la tête justement d'une troupe théâtrale qui était en un moment donné financée par le roi, tellement son apport a été important dans la construction de ce genre littéraire particulier. Comme pour dire donc que le théâtre doit d'abord être écrit, ensuite cette écriture doit être représentée. Mais n'oublions pas, dès lors qu'il y a représentation d'une action ou bien d'une intrigue qui a été imaginée par un dramaturge, cela représente la fiction. Oui. Comme pour dire que le théâtre est d'abord une œuvre de fiction, parce que tout ce qu'on voit, le rôle des personnages, les dialogues, les répliques et tout ça, proviennent de l'imagination fertile du dramaturge. Maintenant, ce dramaturge peut être aidé par exemple, des costumiers, ces gens-là qui sont spécialistes des costumes, de décors. Il y a par exemple les décorateurs, il y a par exemple les metteurs en scène, il y a même la musique qui peut être gérée par d'autres spécialistes. Oui. Comme pour dire que le théâtre en réalité englobe plusieurs, on va dire, sous-genres, bien plusieurs domaines, plusieurs spécialités. Et c'est le seul genre littéraire d'ailleurs qui a cette vocation d'englober en même temps plusieurs, on va dire, spécialistes qui évoluent en même temps sur une scène afin de rendre vivant justement cette représentation, mais également ces personnages qui sont dans l'action même qui est développée sur la scène. L'action théâtrale. Merci, professeur. Alors, donc, quelles sont les caractéristiques Très bien. Alors, du théâtre? Mis à part le fait que c'est un art de la représentation, le théâtre est d'abord particulier par rapport à ce qu'on appelle le langage théâtral. Oui. Quand on parle de langage théâtral, d'abord, on fait référence à ce langage qui est particulier que l'on retrouve uniquement dans le théâtre. Oui. Les dialogues. Oui. Alors, ces dialogues, c'est d'abord ce qu'on appelle un échange entre deux personnages.
Mais ce dialogue peut avoir d'autres proportions. Quand le personnage se parle, par exemple, à lui-même, on appelle ça le monologue, qui est une sorte de dialogue, mais un dialogue qui est fait avec une seule personne. Quand cette personne se met à l'écart, loin des autres personnages, pour se parler à lui-même, le monologue devient un aparté. Quand ce monologue est en longueur, ce monologue justement est appelé une tirade. Donc vous voyez, il y a plusieurs notions. Il y a dialogue, il y a monologue, il y a tirade. Le quiproquo, c'est autre chose. C'est une sorte d'ironie ou bien une action qui, en réalité, représente un malentendu qui est déroulé sur scène, mais un malentendu qui a pour objectif de créer une sorte d'ironie. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont spécifiques justement au théâtre. Il y a la stichomatie, bien la stichométie plutôt. Quand on parle de stichométie, c'est un échange verbal, mais qui a pour fonction justement de créer une sorte de maîtrise du verbe, parce que la plupart du temps, cet échange verbal est basé sur des vers courts ou bien par exemple sur de la prose. Par rapport à ces caractéristiques, quand on parle du théâtre également, nous pensons aux trois unités. Quelle est la règle de ces trois unités-là? Voilà, avant de parler de la règle des trois unités, on va parler des genres théâtraux. Oui. Parce que justement, ces règles ont été développées par la tragédie. Oui. Et la tragédie, contrairement à la comédie, dans la tragédie, il doit y avoir l'expression d'une mort. Cette mort doit avoir pour objectif de faire une catharsis, c'est-à-dire purger avec violence les émotions, par exemple, du spectateur, afin que cette chose qui est représentée sur la scène, qui est en général un défaut, cela ne soit pas reproduit par les spectateurs. Donc quand on parle de la tragédie principalement, c'est le XVIIe siècle qui a été le théâtre classique, ou bien qui a mis en avant le théâtre classique. D'ailleurs, le XVIIe siècle est communément appelé le siècle du classicisme, ou bien le siècle classique. C'est durant cette époque qu'on a imaginé un genre théâtral, la tragédie, qui permettait à la population justement de voir sur la scène une certaine représentation des défauts que l'on voulait bannir dans la société. Et pour que ce théâtre puisse sembler vrai, on a développé des règles très strictes. Parmi ces règles, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la règle des trois unités. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Tout cela a été résumé par Boileau quand il a dit qu'en un lieu, qu'en un jour, qu'un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Donc, qu'en un jour, c'est l'unité de temps, le théâtre doit se dérouler en 24 heures, comme par exemple la série 24 heures chrono. Toute l'action doit se passer en 24 heures. Qu'en un lieu, il devait y avoir un seul lieu où se rencontraient l'ensemble des protagonistes. En général, c'était l'antichambre, par exemple, ou bien la cour royale, qui permettait l'entrée et la sortie des différents personnages. Mais également, il devait y avoir une seule action principale. Une seule intrigue. Voilà, une seule intrigue qui était développée sur la scène. Les autres actions que l'on appelle des actions secondaires devaient être rapportées sur scène par le moyen de récit. Ainsi donc, voilà les règles qui ont permis justement le développement de la tragédie. Et ces règles, je le rappelle, étaient faites au nom de la vraisemblance, mais au nom également de la bienséance. Justement, par rapport à la bienséance, il ne fallait pas représenter des scènes de violence sur la scène, parce qu'on sortait justement de cette guerre entre les protestants et les catholiques au XVIe siècle, la guerre de religion. Il fallait par conséquent purger la population, par exemple, de la violence. Et pour purger cette violence, il ne fallait pas la représenter sur scène. C'est pourquoi les scènes de violence étaient bannies sur la scène théâtrale. Oui. Au nom également de ces genres théâtraux, la tragédie a permis le développement justement de certains actes qui étaient particuliers. Et il y avait principalement 3 actes qui étaient des actes importants. Le théâtre tragique devait être déroulé en 5 actes. Le premier acte, c'était le prologue. Dans le prologue, la plupart du temps, on fait une présentation sommaire de l'action, mais également des personnages. Et dans le roman, par exemple, on parle de situation initiale. Les 3 actes du milieu devaient permettre le développement de l'intrigue. Et le dernier acte, l'acte final, était appelé le dénouement. Maintenant, ce dénouement devait être malheureux. Il devait y avoir une mort, parce que tout simplement, on parle de tragédie. Un exemple concret, c'est Phèdre, écrit par Jean Racine. Dans Phèdre, il y a un thème particulier qui a été développé, c'est le thème d'un amour incestueux. L'amour incestueux entre Phèdre, qui était la femme de Thésée, et Hippolyte. Parce que Phèdre ressentait des sentiments pour Hippolyte, et Hippolyte était le fils de son mari. En d'autres termes, pour montrer à la population qu'il ne devait pas y avoir certains amours, que les femmes ne devaient pas écouter leur cœur, et que ce cœur-là ne devait pas leur mener dans n'importe quelle situation, Jean Racine a créé Phèdre uniquement pour montrer à la population qu'on doit purger justement certains sentiments.
On doit lutter contre certains sentiments. C'est pourquoi Phèdre s'est suicidé à la fin. Comme pour dire aux autres femmes, si vous faites comme Phèdre, vous allez mourir comme Phèdre. Ainsi donc, la tragédie repose principalement sur la mort. Et dans Phèdre, il y a 3 morts qui sont symboliques. C'est la mort annoncée de Thésée, qui n'était pas véritablement mort. Cette mort a permis justement à Oenon, après l'aveu de Phèdre, de la précipiter dans les bras de Hippolyte pour lui dire, si tu veux maintenir le trône de ton mari, si tu veux permettre à ton fils d'accéder un jour au trône, il faut aller séduire le fils du roi qui est mort. Oui. Parce qu'ils avaient pratiquement le même âge. Phèdre l'a écouté, malheureusement pour elle. Elle a été repoussée par Hippolyte, qui avait horreur de cet amour, parce que justement, non seulement Hippolyte aimait une autre, Aricie, mais Hippolyte également rejetait cela au nom de la bienséance. Parce qu'en réalité, il ne pouvait pas tomber amoureux de la femme de son père. Ensuite, quand Thésée a été de retour, il a banni son fils, parce que tout simplement, on lui a dit des mensonges. On ne lui a pas raconté la vérité. L'histoire a été déformée, l'histoire a été tronquée, pour tout simplement permettre à Hippolyte de rejeter intégralement et de bannir son fils, qui va mourir. Maintenant, cette mort va provoquer justement 2 autres morts. C'est la mort de Oenon, qui a été accusée par Phèdre, mais c'est aussi la mort de Phèdre elle-même, qui ne va pas supporter justement la mort de Hippolyte. Comme pour dire que la tragédie repose principalement sur une mort, et cette mort devait être une catharsis, c'est-à-dire l'expression et la purgation de sentiments forts, et ces sentiments devaient permettre justement à la population de rejeter les défauts qui étaient sur scène. Oui. Mis à part la tragédie, il y a la comédie. La comédie incarnée par Molière, je l'ai dit tout à l'heure. Dans la comédie, il devait y avoir le rire. La présence du rire qui avait pour objectif non seulement de divertir, mais également de permettre à la population le temps de la représentation, d'oublier l'ensemble de ses problèmes. Et Molière a porté la comédie. Mais Molière avait dit une chose très claire. Castigar, ridendo, mores. Corriger en riant les mœurs de la société. Le rire ne devait pas être l'objectif final. Le rire ne devait être qu'un moyen utilisé par le dramaturge pour corriger. Parce que justement, il fallait participer à l'éducation de la population. Parce que le théâtre est un genre éducatif par essence. Étant donné que le théâtre est populaire, les dramaturges ont pris conscience qu'ils peuvent éduquer la population par une représentation de ce que la population a l'habitude de vivre, mais également par une représentation des défauts de la population. Donc Molière a utilisé le rire dans la comédie pour permettre justement à la population de se corriger et de se remettre en cause. Au XVIIIe siècle, il y a une jonction entre la comédie et la tragédie à travers la tragicomédie, portée principalement par Denis Diderot. Et cette tragicomédie était née pour montrer que la vie n'était pas seulement faite que de bonheur, mais également de malheur, qu'il ne devait pas y avoir une dichotomie entre les deux. Parfois, il y a une alternance de bonheur et de malheur, ce qui a fait que justement ils ont créé ce genre particulier que l'on a appelé la tragicomédie, qui montre que la vie devait être une alternance de moments de bonheur, mais également de moments de malheur. Oui. Donc cela nous a permis de parler très rapidement des genres théâtraux. Oui. Et je reviens là-dessus. C'est la comédie, mais également c'est la tragédie et la tragicomédie. Merci. Merci, professeur. Je rappelle que vous suivez votre émission Salle de cours. On est arrivé presque au terme de l'émission, mais nous ne pouvons pas parler du théâtre, professeur, sans aborder les différentes fonctions du théâtre. Quelles sont les fonctions assignées au théâtre? Merci également pour la question, parce que c'est une question qui revient régulièrement, parce que la plupart du temps, les élèves pensent que les sujets de théâtre ne sont pas importants. Le théâtre est le genre littéraire le plus compliqué. Oui. Et le théâtre, des fois, peut être proposé à l'examen et les élèves sont, la plupart du temps, déboussolés. Ils sont dépaysés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter des sujets de théâtre. Le théâtre a les mêmes fonctions que la littérature, parce que c'est un genre de la littérature. Maintenant, comme le roman, le théâtre privilégie la fonction didactique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour parfaire l'éducation des spectateurs, donc l'éducation de la population, par la transmission de connaissances, par l'expression ou bien par la peinture de certains défauts qu'il fallait purger de la population. Le théâtre donc a principalement développé cette fonction didactique qui était importante. Participer donc à l'épanouissement intellectuel de la population, parfaire l'éducation de la population, mais surtout veiller à sortir la population de l'ignorance. Donc la première vocation, on va dire, du théâtre, la première fonction du théâtre, c'est une fonction didactique. L'autre fonction importante, c'est cette fonction ludique, parce que quand on va voir une représentation théâtrale, on rit, on se divertit, même si on pleure également, on se divertit. Et le temps de la représentation est propice à l'oubli de l'ensemble des problèmes, de l'ensemble des préoccupations de la vie. Comme pour dire donc que
le théâtre vise également la fonction évasive. Et c'est une fonction qui est importante. C'est une fonction de divertissement dans la comédie, mais c'est une fonction également qui permet aux spectateurs de se réfugier dans un monde imaginaire parce que l'action qui est déroulée sur la scène, l'action qui est représentée, c'est une action qui est imaginaire. Donc, le théâtre également vise une fonction ludique ou bien une fonction évasive. Le théâtre également peut être une arme de contestation. Quand on montre par exemple les défauts des hommes, quand on montre les problèmes qui se posent dans la société, quand on prend l'exemple de la tragédie du roi Christophe, voilà une pièce à forte connotation militante, à forte connotation donc engagée, qui montre justement un empereur ou bien un élu du peuple, quelqu'un qui a été dans le peuple mais qui s'est transformé plus tard en dictateur parce que tout simplement à la tête du pouvoir il a perdu justement non seulement tout lien avec le peuple, mais il a même perdu sa capacité à respecter le peuple. Il s'est senti tout puissant parce que il y avait une cour de, on va dire, de souteneurs qui lui disait qu'il était non seulement tout puissant, mais qu'il régnait sur le peuple. Comme pour dire donc que le théâtre également peut être une arme de dénonciation de l'ensemble des problèmes qu'il y a dans la société. L'exil du roi d'Albury, c'est une pièce qui fait partie justement de cette trempe, montrer l'ensemble des problèmes rencontrés dans la société par les hommes. Quand la société, par exemple, est victime d'esclavage, quand la société est victime, par exemple, de colonisation, on peut refuser. Donc l'exil d'Albury, c'est un roman de refus, plutôt c'est une pièce de théâtre de refus, parce que Albury n'a pas accepté la domination, il a préféré s'exiler pour ne pas subir justement la domination, pour ne pas subir l'humiliation. Comme pour dire que le théâtre également peut être une dénonciation de l'ensemble des problèmes de la société. Enfin, le théâtre aussi peut être lyrique, parce que tout simplement, dans le théâtre, quand il y a des tirades, la plupart du temps, un personnage exprime ses sentiments, un personnage exprime par exemple son mal-être, un personnage exprime son état intérieur, et en cela il y a l'expression justement de la sensibilité. Cette sensibilité vient d'abord du dramaturge, et c'est grâce au personnage justement que cette sensibilité-là est transmise aux spectateurs. Enfin, le théâtre a une fonction esthétique très importante, quand on sait que même en un moment donné, il y a eu une jonction entre le théâtre et la poésie. Molière, c'était un poète. Jean Racine, c'était un poète. Corneille également, c'était un poète. Et ils ont produit d'excellentes œuvres de la littérature qui sont des pièces de théâtre. Le Cid, je ne cesse de le répéter, c'est une pièce de théâtre extrêmement importante qui a su conserver la beauté de la langue française. Dans le Cid, il y a des expressions qui sont aujourd'hui devenues des vérités générales. Par exemple, il y a une phrase qui me plaît bien, ou bien il y a un vers qui me plaît bien, qui se trouve dans le Cid. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ça, c'est dans le Cid. Et ce sont des propos qui non seulement sont pertinents, mais des propos également qui montrent toute la richesse et toute la beauté de la langue. Et je conseille vivement à nos élèves de lire, parce que la lecture, elle est importante. C'est ce qui va permettre justement à l'élève non seulement de se faire un bon vocabulaire, un bagage intellectuel nécessaire pour dire le fond de sa pensée. Et le Cid est une des pièces de théâtre les plus merveilleusement écrites. Et j'adore cette pièce parce que tout simplement, il y a l'expression même de la beauté de la langue française. Donc, en résumé, le théâtre a les mêmes fonctions que la littérature. On a la fonction didactique, on a la fonction ludique, on a la fonction esthétique, on a la fonction militante, comme on peut avoir la fonction lyrique, de manière générale. Merci, professeur. On est arrivé presque au terme de l'émission, cette émission en salle de cours. Mais professeur, avant de fermer ce chapitre, nous allons prendre 2 ou 3 questions. La première, on va prendre 2, un pour le roman et deux questions, une pour le roman et une autre question pour le théâtre. Cet élève pose la question, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un roman d'un simple récit? Alors, le roman doit être articulé autour d'une intrigue. Le roman doit être déroulé par des personnages. Ces personnages doivent avoir des caractères et des caractéristiques particuliers. Ces personnages doivent avoir une vie. Tandis que dans le récit, il peut ne pas y avoir de personnages. L'auteur décide simplement, par exemple, de dérouler une partie, par exemple, de son imagination, mais il choisit de dérouler cela sans pour autant mettre des personnages. Donc le récit peut être une composante du roman. On peut dire que le récit se trouve dans le roman. Parce que en écrivant le roman, par exemple, il peut y avoir une volonté pour le romancier de partir d'un récit particulier pour tout simplement aborder un thème de la société.
Ainsi, le récit, on va dire, se trouve imbriqué dans le roman. Le récit peut être une composante du roman, mais le roman couvre le récit. Maintenant, si l'auteur éprouve la nécessité de bâtir une histoire sans personnage, de bâtir une histoire sans, par exemple, des lieux, ou bien sans l'analyse, par exemple, de l'espace-temps, là, on parle de récit. Mais normalement, quand on parle de récit, c'est une composante du roman, c'est-à-dire que le récit doit se trouver à l'intérieur même du roman. D'accord. Et on prend, professeur, la deuxième et la dernière question, bien entendu. Cette élève pose comment les silences, les gestes participent au sens de la pièce. C'est-à-dire, peut-être il veut dire comment, vous avez compris la question. J'ai compris, oui, parce que dans le rôle attribué au personnage acteur, il doit y avoir ce qu'on appelle des indications pour le théâtre écrit, des indications par rapport à comment jouer, par rapport à comment être, par rapport à comment se déplacer. Ces indications, on les appelle les didascalies. J'ai oublié de le dire tout à l'heure quand on a parlé des caractéristiques. Les didascalies, c'est l'ensemble des indications écrites portant sur la manière de jouer, sur le jeu des acteurs, sur les costumes et autres. Donc, par exemple, le dramaturge peut choisir pour un personnage, à un moment donné, de lui faire observer un silence. Mais ce silence-là, justement, doit faire partie de son rôle. Et ce silence doit être indiqué par la didascalie. Comme, par exemple, il peut choisir également de donner des critères particuliers afin d'aider le personnage à bien incarner son rôle. Parce qu'en réalité, le personnage de théâtre, à la différence du personnage de roman, lui, il est vivant. Ce n'est pas un être de papier. Il évolue sur une scène. Il peut avoir même une certaine proximité avec le public. Parce que, par exemple, la plupart du temps, les tirades sont faites par un personnage qui veut être proche du public, bien qui veut partager avec le public. Donc, la différence entre le personnage de théâtre et le personnage de roman se trouve à ce niveau. Le personnage de théâtre est un personnage physique, il est concret, il évolue sur une scène. Et justement, l'ensemble des indications pouvant lui permettre de bien jouer son rôle se trouve au niveau de ce qu'on appelle la didascalie. Et à ce niveau, c'est important, les silences, les costumes, tout cela sont répertoriés par le dramaturge qui, justement, pour permettre aux scénaristes, pour permettre aux costumiers de bien faire la représentation, donne des indications et l'ensemble de ces indications sont appelées des didascalies. C'est terminé pour aujourd'hui. Professeur, votre dernier mot. Vous remercier pour l'invitation, pour l'opportunité également que vous me donnez de partager des connaissances avec les élèves, parce qu'il faut toujours cultiver des connaissances. Il faut également toujours développer en nous cette voie qui nous pousse à aimer les connaissances, parce que les connaissances représentent une lumière capable de nous guider dans la vie, et c'est extrêmement important. Terminer par lancer un message aux élèves en leur demandant de lire, parce que la lecture, elle est importante. La lecture, elle est capitale pour un élève qui veut réussir. Non seulement elle permet l'expression, la facilité de l'expression. Si nos élèves aujourd'hui ont des problèmes pour parler, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas des lecteurs. Donc, je les encourage à lire. Ensuite, faire des prières pour la télévision et également pour vous, que cette télévision-là puisse couvrir non seulement tout le département, mais puisse même sortir du département pour couvrir tout le Sénégal. Donc, faire des prières de plein succès, non seulement à cette émission, mais également à ce média particulier qui représente notre fierté. Parce que nous sommes fiers ici à Nioro d'avoir une télé qui peut être l'expression justement des réalités de la ville, qui peut être l'expression également de ce que nous vivons dans le département. Donc, bonne continuation et plein succès. Merci pour l'invitation. Merci, Mamsemou Kassé, professeur au lycée Maba Diakhou. Ainsi s'achève notre exploration. Exploration qui abordait aujourd'hui le roman et le théâtre. Le roman, cet art, ce genre littéraire important qui permet de décrire, qui permet de raconter, qui nous permet de comprendre le monde, mais à côté, le théâtre. Le théâtre, comme vous le connaissez, cet art de la représentation. Le théâtre qui nous permet de comprendre par la représentation, le professeur l'a dit, par le sens véritablement de la scène, etc. Bien entendu, c'en est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission Salle de cours avec un autre invité. À la prochaine.